On va démarrer. Vous montez ? Ouais. Patrick, je ne sais pas où vous voulez. Et là, du coup, vous êtes combien ? Après, on a que 10 minutes pour parler. Tu veux venir aussi ? Est-ce que vous pouvez décaler comme ça, ce sera plus simple pour se passer le micro. Donc, va démarrer la deuxième table ronde de cet après-midi. Le modérateur de cette table ronde, c'est Patrick Degeorges. Bonjour Patrick. Vous êtes philosophe, membre de l'Institut Michel Serres à l'ENS Lyon et vous êtes aussi vice-président de l'Institut des hautes études pour les pratiques et les arts des transformations. Le sujet de cette table ronde, le sujet du jour, c'est créer des espaces d'imagination politique fertiles pour les territoires. On est très curieux d'entendre ça et vous allez dans quelques instants avoir les noms des artistes présents qui vont apparaître. Voilà, je vous laisse démarrer. Ouais, il y a un micro. Oui, sinon... mais je peux me lever comme ça, je laisserai la parole après. Pas de problème. Sur le côté. Bonjour à vous tous, je suis très honoré d'accueillir aujourd'hui les 3 collectifs d'artistes, parce que certains sont là tout seuls, mais ils représentent des actions collectives, et aussi ça, c'est un des éléments, je dirais, caractéristiques des démarches qui sont proposées, parce qu'elles sont tournées vers les communs et la reconstitution de nouvelles formes de communautés avec les vivants et les milieux dont nous dépendons. Et comment faire émerger de nouvelles formes d'attention, de nouvelles formes de façon de faire société avec ces milieux, c'est ce qui me semble, disons, de la façon la plus générale, ce qui réunit ces différents projets aujourd'hui qui vont être présentés. Je ne vais pas m'éterniser sur la présentation de la thématique. Je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on comprenne le sens de cette thématique à travers la présentation des projets. Je dirais juste qu'ils ont en commun la dimension de l'hybridation. Ce qu'ils proposent, c'est de façon très alchimique d'hybrider des pratiques artistiques, des processus écologiques, des processus naturels. Donc ça transforme la compréhension de la notion même d'œuvre, de public ou d'auteur, et des pratiques génératrices de commun. Donc je vais passer la parole à chacun. Il y a un petit ordre de présentation que j'ai proposé. Donc j'en serai responsable pour le tenir par rapport à la cohérence. Donc Carla Gay va commencer à présenter son projet qui s'appelle Corps immergé. Puis on aura une présentation de Chloé Mazzani et de son équipe, de son collectif qui seront là, sur un projet Mitre qui est dans les Égalades, le ruisseau des Égalades dans le nord de Marseille. Le projet de Carla, c'est un projet sur la mangrove, qui est au Sénégal. Pour terminer, on aura une présentation brève du projet, et ensuite on discutera de tout ça, de Pascal Ferren, la mission en relation, et qui, à ma connaissance, est inspiré de tout un travail conduit sur le Lèze, à Montpellier. Et comme vous voyez, on est sous le signe de l'eau, qui est l'élément des transformations. Donc on va se laisser porter. Donc je vais passer la parole à Carla. Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, je me présente. Je suis Carla Gay, artiste plasticienne. Ça fait maintenant quelques années que j'essaye d'introduire de plus en plus des savoir-faire artisanaux et traditionnels dans ma pratique plastique, tout en essayant d'employer aussi un maximum de matériaux organiques. Et donc, du coup, dans le cadre de Precall, j'ai décidé de présenter un projet qui se nomme Corps immergé et qui souhaite mettre à l'honneur les femmes ostréicultrices. C'est un projet que j'ai imaginé en 2 épisodes entre 2 territoires qui sont la France et le Sénégal. D'une part parce que c'est des territoires auxquels j'appartiens, et qui sont tous 2 riches en savoir-faire ostréicole et qui font face à des enjeux écologiques et humains. Du coup, mon premier épisode, il prendra place au Sénégal. Il faut savoir que, donc, en Casamance, il y a l'huître de Palétuvier qui est présente depuis plusieurs siècles et qui est exploitée du coup, dans le milieu ostréicole. Donc ça permet de créer de l'emploi, de soutenir un marché local. Ça s'ancre aussi dans l'identité culturelle de plusieurs communautés. Et aujourd'hui, les mangroves qui soutiennent cette activité, elles sont menacées suite au dérèglement climatique, à la détérioration des espaces naturels et le développement urbain aussi qui les fragilise.
Et donc moi, je décide d'ancrer mon projet dans ce contexte-là, tout en sachant que 90% des emplois dans le domaine ostréicole au Sénégal, ils représentent les femmes, enfin, il est représenté par les femmes. Et c'est vrai que moi, mon travail plastique est aussi très lié à mon rapport à l'intimité, à la maternité, au corps féminin. Et donc l'objectif au travers de ce projet, c'est d'explorer le rapport intime entre le corps des femmes ostréicultrices et les environnements naturels dans lesquels elles travaillent. Et donc moi, je me suis inspirée d'un savoir-faire artisanal qui s'appelle le chaulage et qui aide à la fixation des naissances d'huîtres, puisque depuis 2 ans, moi, j'utilise déjà la chaux dans mes sculptures. C'est une matière que je connais depuis très longtemps. J'ai moi-même grandi dans une maison construite à base de ce matériel. Et il a les mêmes propriétés que celle de la terre, qui permet de tempérer les espaces. Et dans le processus du chaulage, en fait, il faut faire une base en terre cuite qu'on recouvre de chaux. Et donc, ce seront mes pièces qui seront intégrées dans des bassins. Et au fil du temps, je vais pouvoir observer comment les huîtres réagissent vis-à-vis de mes sculptures, ce qu'elles peuvent développer en termes de forme, jusqu'à créer, pourquoi pas, des carapaces. Et puis, il y a une volonté aussi pour moi de collaborer avec des femmes, qu'elles puissent aussi se réapproprier mon travail et qu'elles puissent, au fil du temps aussi, se permettre de les déplacer dans différents bassins. Enfin voilà, je pense que c'est... Dans le processus de création. Oui. Une question que je me posais par rapport au projet, donc corps immergé. Oui. Corps immergé, ça fait à la fois référence au corps des femmes, Oui. qui est immergé Oui, dans la pratique, oui. et aux corps immergés que vous avez décrits à travers ce processus de chaulage qui vont être sculptés par la naissance des huîtres et par le milieu. C'est ça. C'est bien ça. Oui, parce qu'en fait, le titre de mon projet, il emprunte en fait son nom par rapport aux conditions de travail des femmes, c'est-à-dire que quotidiennement, elles ont le corps immergé dans l'eau, que ce soit au niveau du bassin jusqu'aux épaules, puisque les mangroves sont accessibles à pied. Et il faut savoir qu'une femme avec une bassine peut récolter jusqu'à plusieurs kilos d'huîtres par jour. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi la main-d'œuvre est aussi féminine, en fait, parce que c'est un travail qui est assez accessible avec peu de moyens. Et donc, du coup, moi, je veux faire un parallèle aussi avec l'expérience en elle-même de mes sculptures qui seront immergées dans l'eau et qui représenteront en partie des corps aussi féminins. Parce que souvent, comme la pièce que je monte là en ce moment dans le musée, il y a cette apparence assez totémique aussi autour du corps féminin. Sur la pièce qui est là en ce moment, c'est un parallèle que j'avais fait entre le sacré dans l'arbre et le sacré dans le féminin. Parce qu'il faut savoir aussi que ça fait plusieurs années que je m'intéresse beaucoup à toute la croyance animiste qui se retrouve dans ce territoire-là qui est la Casamance. Et c'est très très riche en fait. Et du coup là j'ai envie d'explorer plutôt le lien avec l'eau et sortir des forêts sacrées justement. Et ce travail que vous faites avec avec ces sculptures sous-marines, va permettre aussi, vous l'avez dit un peu au début, peut-être vous pourriez développer un peu cet aspect, puisqu'on a parlé des dimensions d'action sur les territoires, de permettre une meilleure reconnaissance en fait de ces communautés de femmes qui travaillent les huîtres, qui sont ostréicultrices, et vous voulez faire le lien avec la protection des mangroves, si je comprends bien. Donc cette dimension territoriale, comment vous la tissez ? Alors moi, déjà le lien que je vais tisser avec les femmes, il va se faire... déjà, moi, dans ma manière de travailler, souvent, j'aime établir des liens avec les gens. Il y a 1 an, j'ai fait une résidence auprès de femmes atteintes de la polio dans un centre handicapé, du coup, dans une localité de Casamance qui s'appelle Oussouye. Et justement, c'est des femmes qui pratiquent la vannerie. Et donc, moi, j'ai été immergée dans leur environnement et du coup, elles m'ont retransmis leur savoir. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'aimerais aussi réaliser au travers de ce projet, c'est-à-dire travailler auprès d'elles, prendre conscience aussi de leur réalité,
me tisser le lien qu'elles me laisseront tisser avec elles aussi. Je serai accompagnée d'un chercheur qui s'appelle Ibrahim Atchor, qui a produit sa thèse du coup au sein de l'université Cheikh Anta Diop sur les milieux halieutiques et aquacoles. Et lui, justement, il est déjà en lien avec plusieurs localités de femmes dans cette région. Donc aussi, lui va me faciliter la mise en contact. Je ne sais pas si ça répond Oui, à la question. tout à fait, oui. Et vous êtes au tout début de ce projet, de toute façon. Oui. 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 En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, le Sénégal, ça fait déjà depuis 2021 que j'établis différents projets là-bas. Et quand j'ai découvert la Casamance, en fait, je me suis rendu compte de l'omniprésence des coquilles d'huîtres sur le bord des rives du fleuve Casamance, du coup. Et donc, j'ai découvert ce milieu ostréicole. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant à explorer, surtout que même dans l'histoire de l'art, le rapport entre le féminin et le coquillage, c'est des choses qui ont déjà été explorées. Enfin, ça me faisait sens pour moi dans ma pratique. Et du coup, ça va me permettre de, cette fois-ci, de tisser un pont aussi entre ce territoire-là et celui de la Charente-Maritime, dont je proviens aussi, et qui exploite aussi l'huître, mais dans des conditions aussi totalement différentes. Et donc, le parallèle aussi sera intéressant de ce point de vue-là, je pense. Bien sûr. Donc ça, c'est la suite. Ouais, ce sera la suite. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On passe la parole, Chloé. Bien, bonjour, Chloé Mezzani du collectif MITRE. Donc MITRE, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'abréviation de Made in the River, si je le dis avec l'accent anglais, qui est le projet qu'on mène, nous trois, et puis avec d'autres personnes encore à Marseille. Alors, on n'a pas trop préparé notre intervention, mais on va se partager la parole de manière un peu organique. Moi, je vais peut-être faire une présentation en fait, du contexte d'où on part. Et Melville, est-ce que ça tirait de donner un exemple concret de notre ancrage à la fois territorial et artistique, peut-être avec la balade de l'eau, et Charlie de nous parler des imaginaires? Et vous êtes d'accord? Super. Et à la fin, je reprendrai en ouvrant sur comment, avec ces démarches multifacettes qu'on va vous décrire, quelles sont en fait, quel est on va dire le fond militant, enfin l'ambition de gouvernance partagée qu'on porte avec ce projet qui lui-même s'inscrit dans un écosystème plus large. C'est ça? Bon, okay. Parfait. Alors, voilà, nous, on vient de Marseille et on travaille avec une rivière qui s'appelle la rivière des Égalades. Enfin, Caravelle-Égalade, c'est une rivière qui fait que 17 km, mais elle a quand même 2 noms. Et elle part des collines du nord de Marseille et elle traverse en fait tout ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers nord, donc qui sont des zones qui sont marquées par une urbanisation assez chaotique et par une industrialisation qui a été très forte au siècle passé. Et donc cette petite rivière qui coule, qui fait 17 km, elle va jusqu'à la mer, donc c'est un fleuve malgré ces 17 km. Et je pense que moi je voudrais commencer en disant deux choses qui me semblent importantes. D'abord, c'est l'état, la situation écologique dans laquelle on se trouve. Et ensuite, c'est comment notre projet s'inscrit dans un écosystème humain et non humain, mais notamment dans le cadre d'un collectif qui s'est donné pour mission de prendre soin de cette rivière. Souvent, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de désastres écologiques, en tout cas d'inquiétude écologique, de volonté de prendre soin de notre environnement, on pense à des environnements qui sont encore avec plus ou moins en état, ou en tout cas qui risquent d'être dégradés ou qui commencent à l'être. Nous, c'est vrai qu'à Marseille, on peut dire qu'on est déjà dans l'après. Dans cette rivière, c'est une rivière qui est déjà en fait, dans un état de dégradation très avancé. Donc la catastrophe, elle a déjà eu lieu, d'un point de vue écologique, on pourrait dire d'un point de vue sociologique aussi. On est dans des territoires qui sont très abîmés. Et donc c'est vrai qu'on a, je ne sais pas si ça nous amène une certaine détente, mais en tout cas, voilà, on a déjà atteint quand même un niveau particulièrement fort de dégradation des écosystèmes, de pollution à la fois aux macrodéchets, aux métaux lourds. On pourrait vous faire toute la litanie en fait, des types d'hydrocarbures qui se trouvent dans notre rivière. Et de même, son environnement humain,
et aussi des quartiers qui sont plutôt des quartiers populaires et qui sont toujours des quartiers qui sont quand même dans une forme de marginalisation par rapport à la manière dont les pouvoirs publics les prennent en considération. Ça, c'est pour l'endroit d'où on part. Et dans ce contexte, il y a un collectif, il y a plein d'initiatives, mais nous, le collectif dans lequel on navigue, il s'appelle le collectif des gamards. Et d'abord, les gamards, c'est une crevette. C'est une toute petite crevette bio-indicatrice qui sert justement à montrer si la rivière elle est en bonne santé ou pas. Étrangement, si elle est en bonne santé, et cette crevette, elle se fait parasiter. Bon, il n'y a pas beaucoup de parasites dans notre rivière, donc les gamards sont en bonne santé, mais la rivière, elle l'est pas. Et donc ce bio-indicateur du gamard, il a été pris par ce collectif qui regroupe plein de gens, des habitants, des gens qui sont riverains de la rivière, des scientifiques, donc ça peut être en sciences, en biologie, en ingénierie, en sociologie, anthropologie, des associations de protection de l'environnement et aussi un certain nombre d'artistes. Et tous ensemble, on a décidé de former un collectif avec cette ambition, c'est de prendre soin de cette rivière, en commençant par mieux la connaître, en commençant à retrouver des moyens en fait, pour se relier à elle, parce qu'on est persuadé que c'est en créant du lien, en créant en fait un attachement, qu'on va être mieux en capacité de la comprendre et mieux en capacité justement d'en prendre soin. Et après aussi d'aller en fait, être en capacité d'avoir une vision de comment est-ce que concrètement, au-delà de l'émotion, on pourrait faire en sorte qu'elle aille mieux. Et donc pour nous, je pense que notre rôle artistique, il est vraiment en connexion avec différentes approches qui communiquent entre elles. Je vais passer la parole à Melville, si tu veux bien nous raconter du coup avec un exemple. Et du coup, il y a une façon assez ludique et agréable d'apprendre des choses et de comprendre aussi un territoire, c'est de le pratiquer. Et du coup, le collectif des gamards, le bureau des guides, Mitre, il y a ce système de balade. Donc il y a eu une marche de l'eau qu'on a organisée il y a quelques mois, qui consistait à donc se déplacer dans le territoire des quartiers nord autour du massif de l'Étoile pour comprendre un peu les enjeux environnementaux, politiques, d'histoire, de cette histoire de patrimoine, mais pas forcément de patrimoine bâti, un peu somptueux, qu'on pourrait avoir en tête rapidement, mais plus ce patrimoine physique quotidien qui traverse tout le monde. Et du coup, donc cette balade de l'eau donc invite plusieurs personnes plus ou moins spécialistes dans leur matière. Donc il y avait par exemple quelqu'un de la CERAM qui était spécialiste autour de l'acheminement de l'eau à Marseille, parce qu'à Marseille c'est quand même la Provence sèche et du coup qui dépend de l'eau de la Durance, un fleuve qui est au-dessus, et du Verdon. Du coup, en fait, c'est l'eau potable de Marseille est acheminée à travers des canaux qui fait en fait la taille de cette ville qui autrefois était beaucoup plus petite. Il y a aussi eu des interventions artistiques avec des sculptures de céramique qui parlaient de l'invisibilité de l'eau, du monde karstique, donc du monde souterrain, où en fait l'eau s'infiltre à Marseille, et donc l'eau n'est pas apparente directement, sauf donc, dans le cas des égalades où elle jaillit en cascade miracle sur la côte bleue. Et il y avait aussi l'intervention d'un docker qui parlait du port industriel de Marseille, comment Marseille s'est construit par le commerce colonial, l'importation de sucre des Antilles, la fabrication de savon de Marseille à base de soude, et qui du coup pollue les sols, et qui est en fait le début d'une industrialisation massive et de toutes ces boues rouges dont vous avez entendu parler, fléau de la Méditerranée. Du coup, en fait, c'est la rivière cristallise des enjeux économiques, politiques, environnementaux, sociaux énormes dans un tout petit rayon de 17 km, et où du coup la rivière en fait coule parmi toutes ces histoires. Et dans une balade, c'est assez pratique
marcher là-dedans, dans cette histoire, et de rencontrer différentes personnes d'une manière un peu ludique, avec plein de savoirs qui se croisent. Voilà. Bon, merci Melville, merci Chloé. Excuse-moi, je suis anglais. Parce que je parle à propos d'une autre sensibilité maintenant. Je suis dans cet endroit, dans le nord de Marseille, avec la petite rivière, le ruisseau, Agalade, Caravelle. C'est difficile de comprendre, mais c'est presque le petit ruisseau, c'est presque caché, totalement disparu dans le sens de le territoire, parce que c'est beaucoup de raisons pour ça. Mais encore, le petit ruisseau a la vitalité et la vie cachée. Et pour moi, le sens, c'est pour tout le monde à ce moment. C'est difficile d'affronter l'inondation, le climat, le changement de climat, les choses, les choses qui... c'est déprimé, ou c'est très difficile. Mais j'ai parce que je pense, parce que j'ai étranger, cet endroit, cet entrée étranger, j'ai l'impression le petit ruisseau, c'est capable de prendre soin de soi-même. C'est possible pour le ruisseau de transformer les choses, le matériel, totalement dans un autre sens, avec une poésie. Et ça, c'est la sensibilité que nous essayons donner à les autres. Une nouvelle sensibilité. Parce que c'est le territoire s'est transformé déjà dans cet endroit. C'est toujours, c'est un post-naturel territoire. Mais c'est un post-naturel, la beauté post-naturelle. Ça, c'est l'idée. Excusez-moi pour mon français. Mais c'est pour Mythe Collectif, le plus important, c'est essayer de travailler avec le petit ruisseau et de prendre soin de le petit ruisseau avec différentes émotions, différents sentiments, comme juste écouter avec l'humilité, plus humble, juste comprendre le ruisseau, c'est capable de créer la nouvelle vie, la nouvelle vitalité. Et le but de ça, ou la concentration, le focus de ça, c'est le matériel. Comment tu transformes les matériels. Mais le petit ruisseau fait ça déjà. Il transforme, hybridation, les choses comme ça. Et c'est le plus important, l'imagination de ça, créer un nouveau, les nouveaux histoires, les nouveaux narratifs, les nouvelles choses pour partager avec les gens, mais aussi avec le ruisseau. Je vois qu'on regarde l'heure. C'était très important que vous ayez quand même ces quelques mots sur la dimension sensible aussi, qu'il fallait le rappeler, parce que j'ai été touché quand j'ai regardé votre projet, justement par le fait que vous décrivez une pratique dans laquelle vous rentrez dans la rivière et vous laissez votre attention vagabonder, vous rentrez dans un état de transe légère, et à partir de là, la rivière se recompose. Avec la lumière, avec les sensations, avec les sons, etc. On commence à voir de nouvelles entités émerger.
Et ensuite, vous expliquez comment ce processus d'émergence des entités, vous le soutenez artistiquement pour pouvoir ensuite le porter dans des récits, à travers des masques, et de mettre en scène en fait la rivière et de la faire parler autrement à travers les pratiques que vous proposez à des collectifs et à des gens qui vont pouvoir bénéficier de cette résilience de la rivière que vous avez décrite. Donc oui, je pense que c'est un des éléments vraiment au cœur de votre démarche. Et comme effectivement le temps presse, parce qu'il faut qu'on écoute Pascal et qu'on discute un peu tous ensemble, et avec la salle, ça me fait la transition, parce que l'expérience que j'ai eue des retours sur le LES, c'était justement ce travail sur l'émergence d'une nouvelle sensibilité politique qui va chercher à même le milieu, dans la capacité de se laisser affecter par les milieux à travers certaines pratiques, la possibilité de s'engager dans des processus de transformation sociopolitique, voire l'émergence de nouvelles institutions. Donc je laisse la parole à Pascal Ferren et à la mission Relations. Oui, c'est ça, voilà, c'était ça. C'est ça que je fais, moi. Non. Tu peux développer quand même. Je développe un peu. Donc moi, je m'appelle Pascal, j'ai fait des études de philo il y a quelques années, dans le début des années 2000, dans les années 2000. Et après, j'ai longtemps bossé quelque part entre l'urbanisme et la culture. Ce qui, pour m'amener à la mission Relations, j'ai notamment fait pas mal plutôt en tant que producteur d'ailleurs, ou d'organisateur de projets artistiques, j'ai organisé pas mal de choses autour de l'eau, autour de la culture des fleuves, etc. Et notamment, j'ai fini par organiser avec un artiste qui s'appelle Camille de Toledo les auditions du Parlement de Loire, qui était un travail plutôt intellectuel, mais de réflexion autour de la personnalité juridique de la rivière Loire. En fait, ce travail avait je vais le dire comme ça, avait deux volets. Un volet juridique que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, qui a fait florès. On en voit même des pages dans les journaux maintenant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, du droit des rivières, du droit des écosystèmes, notamment à travers le cas iconique de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, très inspirant. Mais il y avait un autre volet qui m'intéresse plus personnellement, non pas que l'autre soit pas bon, mais qui est le volet politique, qui est la question plutôt ou la gouvernance des rivières, on pourrait dire, ou du modèle de gestion, ou moi ce que j'aime bien appeler simplement l'administration des rivières, c'est-à-dire la répartition des biens et des services naturels en fait, entre les entités qui les composent, donc les humains et les autres qu'humains, ce qu'on pourrait appeler l'administration. Et il y avait aussi ce volet-là. Et une manière de dire ce qui m'a amené à travailler comme je le travaille aujourd'hui et à faire aussi mon coming out artistique en disant non, en fait, j'ai envie d'être plus créateur aussi de forme et tout, c'est cette difficulté qu'on a à, comme tu viens de le dire, mais je le redis, à faire sortir les questions sensibles et affectives des registres de l'intime pour les faire entrer en politique, pour qu'ils aient une place en politique, pour qu'ils aient une place dans les questions administratives. C'est-à-dire que, dit autrement, tout se passe comme si il y avait d'un côté les choses sérieuses de la gestion des rivières, très techniques, très scientifiques, très sérieuses, et d'un autre côté les choses beaucoup moins sérieuses de la sensibilité, de l'affection. Voilà. Vous voyez aussi qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, toutes les grandes catégories qui sont brassées à côté de ça, le masculin, le féminin, etc., le scientifique, le profane, etc. Et donc les propositions que j'ai faites après, tu le rappelais, celle sur le lèse, je ne vais pas la décrire longuement, mais qui était de se dire, ok, partons dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire, ça m'a touché quand tu disais, j'ai mangé ton prénom, pardon, mais tu parlais des petits poissons. Ouais. Moi je me souviens d'un batelier sur la Loire pendant qu'on faisait les auditions du Parlement de Loire, et il me disait, et les petits poissons. Je parlais des grands trucs de droit, tout ça, machin. C'est la personnalité juridique, on va pouvoir aller en justice, les intérêts propres. Ça, j'avais tout un vocabulaire juridique là, que j'avais appris. Et il m'a dit, et les petits poissons. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Ça, je m'y retrouve tout à fait dans ce que vous dites. C'est-à-dire partir plutôt des petits poissons, des relations qu'on a aux petits poissons. Il y a une belle image où on est dans la rivière, là, dans la source du Lez, pour ceux qui l'ont reconnu, où on est en train d'aller essayer de toucher les petits poissons. Et voyons, à partir de ça, comment on peut construire non pas seulement une augmentation de nos sensibilités, mais également une politique, également un registre administratif. Donc on a bossé pendant, je ne me souviens plus combien de temps, avec Bipolar, donc l'agence avec qui je bosse à Montpellier, là, dont Mathieu est ici, de Bipolar. On a bossé avec un groupe de citoyens, ils étaient une trentaine, des concernés par le fleuve. Ce qui nous intéresse, pas tant qu'ils soient citoyens, mais qu'ils soient en tout cas citoyens du fleuve, on pourrait dire. Qui est aussi un petit fleuve, le Lez, côtier, 30 km. Bon, avec des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il alimente, lui, en eau, quasiment exclusivement la métropole de Montpellier. 380 000 personnes alimentées en eau par une seule source. Donc, ce n'est pas exactement le même contexte. Et donc, on a fait un parcours avec ce groupe-là. Ils étaient 25, une vingtaine, 25 au début, 20 au milieu, 15 à la fin. Mais vous voyez comment
ça se passe. Et on a fait un parcours apprenant du fleuve. Donc, on a rencontré des scientifiques, on a rencontré des techniciens, on a rencontré des gens sérieux qui font la régie du fleuve. Et voilà. Et on a aussi fait des approches sensibles, on a fait des bains de fleuve, etc. Des pratiques plus somatiques, avec l'objectif d'aller modifier les institutions existantes. Donc, ça a produit ce petit document qui est là, si ça vous intéresse d'y jeter un œil, qui est un ensemble de propositions citoyennes pour rénover les administrations, pour faire entrer le sensible dans les administrations. Et une fois qu'on a fait ça, je suis pas trop long, ça. Ça, c'était l'introduction. Ok, ça va. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ce projet-là, moi, ce qui me frustrait un peu là-dedans, c'est toujours la difficulté. Bon, je vais le dire autrement. En fait, il y a un obstacle. On pourrait parler d'obstacle épistémologique si on faisait de la philosophie. C'est cette incapacité qu'on a à considérer la légitimité d'un certain nombre de pratiques et de savoirs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des savoirs et des pratiques qui sont structurellement vus comme n'étant pas sérieuses, comme n'étant pas légitimes. Voilà. Et alors particulièrement dans l'action publique. Alors ce que je ne vous ai pas dit et que je devrais vous dire pour que vous compreniez tout ça, c'est que moi, en vrai, mon vrai métier, c'est que je suis aussi spécialiste des politiques publiques. Je fais de la concertation, je fais de la programmation en urbain et tout. Donc je vois assez bien comment fonctionnent les politiques publiques, en tout cas dans l'aménagement. Et je vois assez bien comment fonctionne cette machine qu'on appelle cartésienne parfois, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le pauvre Descartes, mais qui en tout cas est très similaire à la pensée cartésienne, qui est de repousser systématiquement tout ce qui provient de la sensation comme étant suspect, tout ce qui n'est pas décomposé en éléments simples, comme dit Descartes, comme étant suspect, etc. etc. Et en fait, c'est une machine sociale hyper puissante. Et donc, c'est de se dire, OK, comment on pourrait, par un service public de l'imaginaire, comme dit Camille de Toledo, je le cite, produire des images de ce que pourrait être une politique publique alternative. Parce qu'en fait, la plupart des gens que je rencontre dans les collectivités, qui m'appellent et tout, qu'on rencontre, ils nous disent « Ah ouais, nous on aimerait bien, on a lu Baptiste Morisot, on a lu machin, on a lu truc, on aimerait bien faire des pratiques sensibles, mais on ne sait pas comment, enfin ça fait pas sérieux, on n'arrive pas à les introduire, tout ça. » Et en fait, la question principale, c'est qu'on n'a pas les images, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce à quoi ça pourrait ressembler, on n'a pas les mots, voilà. Donc on n'arrive pas à le faire rentrer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la régie des eaux, tout ce qu'il y a de plus classique la semaine quand on est directeur de la régie des eaux, et le week-end, on va faire un bain de forêt pour se remettre de toute la violence qu'on a fait à la rivière pendant la semaine, pour se remettre personnellement. Ce qui est très bien peut-être, c'est un équilibre personnel intéressant, mais pour la rivière, c'est pas un équilibre hyper intéressant. Et du coup, c'est de se dire comment on peut fondre ces deux systèmes-là en proposant des imaginaires politiques. Et donc, la mission relation, j'y viens enfin, c'est une invention d'un service public qui n'existe pas encore, qui pourrait presque exister. Je vais encore citer Camille de Toledo, tiens, je l'aime beaucoup. Il parle de paratopie, hein, dans ce livre fantastique, si vous avez l'occasion de jeter un œil, qui s'appelle Les potentiels du temps, où il dit qu'il ne faut pas créer des utopies, mais il faut créer des paratopies, il ne faut pas créer des choses qui devraient être possibles, mais il faut créer des choses qui pourraient l'être, ou qui pourraient être juste à côté, là. Donc c'est une petite fiction, j'aime bien dire aussi des fois. C'est une fiction assez proche finalement de choses qui pourraient exister. On présente à 18h une petite forme, là vous verrez si vous êtes encore là, certains d'entre vous qui essayent de faire vivre un peu ce à quoi ça pourrait ressembler. Et donc on travaille cette mission relation, ce service public, et on travaille de deux manières, je vais m'arrêter là, mais on travaille de deux manières. On travaille premièrement par un pur travail de création, là pour le coup qui est très, très spéculatif. On dirait une fois de plus en philosophie, très spéculatif, c'est-à-dire on invente des méthodes potentielles, des mots, des manières de dire, des programmes qui pourraient exister, des profils de postes qui pourraient exister, des choses comme ça, des modes de réunion qui pourraient exister, des méthodes qui pourraient exister, etc. Et on vient également les tester sur le réel. Mais ça, c'est la particularité peut-être de cette approche, c'est qu'elle a cette espèce de double détente. C'est qu'à la fois, on invente ce à quoi ça pourrait ressembler, mais on va aussi tester un certain nombre de choses. Donc on va tester... avec le service, on bosse beaucoup avec la métropole de Montpellier, vous l'aurez compris, on bosse, mais pas seulement, mais on va les tester, comment faire une concertation des autres qu'humains, mais sérieusement, comment dire ça, dans le cadre d'un projet qui a une conséquence sur l'espace public, c'est-à-dire dans le cadre de la programmation d'un nouveau parc à Montpellier, là en l'occurrence le grand parc du Lunaret, pour ceux qui voient, on va aller faire de la programmation en concertant non pas seulement les humains, mais aussi les autres qu'humains. On va prendre au sérieux cette proposition, extrêmement sérieuse. On va développer des ateliers. Ça, il y a pas mal de pratiques somatiques, notamment dans le champ artistique, qui nous permettent d'aller chercher ces choses-là, ou dans les champs de l'éco-psychologie, que tu connais bien, Patrick, qui nous permettent d'aller chercher ces éléments sensibles. Mais on va aussi chercher à les transformer dans une programmation spatiale. C'est-à-dire, on va écrire un cahier des charges de concepteur à partir de ces éléments-là. Et on va faire ce travail ce travail de légitimation ou de mise en sérieux, qui est un pur travail de la langue. Il y a vraiment un truc là-dedans qui est quasiment, on peut le voir de manière très négative d'ailleurs, on peut dire c'est le mettre dans la langue de bois de l'urbanisme, on pourrait dire ça. Moi je pense que c'est un peu plus que ça. C'est pas que des questions de langue de bois, c'est vraiment des questions
registres de discours et de transformation des discours pour les faire entrer. Voilà, c'est un exemple, par exemple. On va créer des médiations, on bosse beaucoup sur la question des médiations interspécifiques, c'est-à-dire comment, quand il y a des conflits entre espèces, et il y en a beaucoup en ce moment, comment on crée des médiations, quel type de scène on crée pour négocier, et donc pour représenter les intérêts des uns des autres, mais qui est plutôt une question politique, mais pas une question politique au sens spéculatif, là pour le coup, c'est-à-dire pas une question politique au sens de la théorie de la politique, mais au sens politique, au sens de la mécanique du politique, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, au sens de la scénographie du politique, la mise en scène du politique. Voilà. La politique a énormément de mise en scène. Si vous fréquentez un peu des politiques publiques, et vous en fréquentez tous, dans la culture, il y en a énormément, mais il y en a dans tous les types de politiques publiques. Et en urbanisme, il y a vraiment des scènes extrêmement classiques. La réunion publique, le conseil d'administration, le comité syndical, l'enquête, etc., qui sont des scènes politiques extrêmement codifiées. Donc comment on modifie aussi ces scènes politiques pour avancer. Donc voilà, double volet. C'est à la fois un volet très spéculatif d'invention de la mission relation, la tête qu'elle aurait, les mots qu'elle utiliserait, les programmes d'action. Donc ça, c'est plutôt ce que vous allez voir à 18h si vous êtes là, plutôt un travail de représentation, de spectacle, de création d'un site web, d'un bulletin, etc., etc. Et puis une partie plus expérimentale sur différents territoires pour aller tester sur le réel ces services potentiels et ces actions. Avec cette espèce de truc, je le dis, je finis là-dessus. Ça fait 3 fois que je dis je finis. Mes enfants, quand ils jouent à la poupée, ou ils font ce truc-là, vous voyez, on dirait que t'es le papa, on dirait que je suis le papa, on dirait que on habite là et tout ça. Et ben il y a un peu de ça aussi là-dedans. J'aime beaucoup cette manière de dire ça. On dirait qu'il y aurait un service public, on s'en fout un peu en fait du service public. Par contre, ce qui est intéressant, c'est du coup, il ferait quoi ? Du coup, il proposerait quoi ? Il fonctionnerait comment ? Qui y travaillerait ? Il travaillerait où ? Voilà. J'aime beaucoup cette manière aussi d'envisager l'art. Merci. Je ne sais pas si le lien marche encore. Si, il marche. Non, c'est bon. Non, mais alors, du coup, je vais rebondir pour faire un petit échange entre nous par rapport à ce que tu viens de dire là. Mais c'est vrai que sur le plan du langage, un des éléments du Parlement, qui est remonté du Parlement de Loire, c'est que maintenant, on dit Loire. On s'adresse directement, en nom propre. On dit Drôme pour parler d'une rivière. On va commencer à la nommer par son nom et lui donner une subjectivité, un statut de sujet. Et du coup, quand on commence à prendre comme un sujet ce que d'habitude on tenait dans notre grammaire administrative comme un objet, ça change complètement les formes de cette grammaire. Donc c'est ça que je trouve que vous avez magnifiquement fait avec ces travaux sur les parlements et que vous avez documenté. Par rapport à la concertation et le fait d'intégrer en fait les êtres de nature dans des processus de concertation politique, c'est vrai que ça semble au début bizarre, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est un des effets symbiotiques de ce qui se passe quand on se laisse affecter par un milieu. Parce que pour que les gens puissent rentrer dans cette concertation, il faut qu'ils puissent d'une certaine façon tenir la place d'eux, témoigner pour, ou qu'on puisse faire la place à d'autres entités que celles auxquelles on fait d'habitude la place, qui sont des entités humaines ou des intérêts humains. Et donc, comment on développe une sensibilité qui soit fidèle et authentiquement fidèle à ceux à qui on veut faire la place ou à qui on veut donner place. Ce qui suppose que ça nous renvoie beaucoup à votre travail, parce que vous avez décrit, et à votre travail aussi sur le lèse, des balades, etc. C'est-à-dire comment on développe et on acquiert de façon très démocratique cette sensibilité-là. Et ça, c'est ce qui est la clé peut-être pour déverrouiller ensuite l'accès aux institutions, comme vous faites. Donc cette dimension sensible semble être un élément important sur lequel les pratiques artistiques peuvent se réinventer. Et là, j'observe que ce qui faisait un point commun, comme je le disais au tout début de cette présentation entre vos démarches, c'est le fait que vous proposez des pratiques, et même de façon, ce que tu viens de dire à l'instant, je pense que ça va bien dans ce sens, qui sont des pratiques artistiques, on pourrait dire symbiotiques, parce que vous cherchez à composer avec les processus naturels. Donc vous composez avec, par exemple, dans la pratique que vous proposez, Carla, bien, il est clair que vous ouvrez en fait un chemin et vous invitez les processus, disons, de développement de l'huître, de vie du milieu, etc., à sculpter votre démarche. De même, quand vous ouvrez un espace de perception et que vous amenez les gens, vous commencez à travailler, à composer avec la rivière des façons de faire sens, qu'on retrouve aussi de ton côté. Du coup, peut-être ce serait intéressant de voir comment est-ce que, là pour terminer, pour faire un petit tour comme ça, pour revenir sur cette expérience, comment ça transforme votre définition du rôle ou de la pratique artistique et le lien avec le territoire par rapport à ces enjeux écologiques, de redirection écologique que vous avez tous, que vous partagez tous depuis le départ. Comment ça redéfinit votre posture d'artiste ? Parce qu'on est bien ici à un prix Coal, qui est un prix pour l'art et l'écologie. Donc, est-ce que vous pourriez dire quelques mots par rapport à cette posture d'artiste ? En commençant par vous, peut-être, ou Carla, si vous voulez, mais quelques mots qu'on puisse ensuite donner un peu la parole à la salle et échanger avec eux.
Alors, il avait envie de dire un autre truc avant. Bah, tu dis ce que vous voulez. Hein. Pour compléter un peu ce que disait Charlie, en rebondissant sur ce que tu nous as raconté sur la mission relation, qui renvoie aussi beaucoup à nos interrogations aussi, comment aussi en produisant de la sensibilité via les pratiques artistiques et tout, c'est pas pour nous une fin en soi. L'idée, c'est aussi que ça aille en fait vers une dimension politique aussi de changement des pratiques. Et je pense que quelque chose d'important dans notre démarche, ça a été aussi un moment de ne plus regarder la rivière uniquement, on va dire, comme une victime, c'est-à-dire comme quelque chose qui serait inerte finalement et pour lequel on cherche à agir. Ce qu'on avait l'impression de beaucoup vivre lorsqu'on faisait des ramassages pour nettoyer la rivière et où il y avait en permanence des déchets qui revenaient finalement, et c'était en fait assez désespérant. Et du coup, en termes la posture artistique, on va dire, je réponds aux deux questions en même temps, ça a été de justement sortir de la posture active et de se mettre plutôt dans une posture passive, presque d'inverser les relations et de se dire que c'était la rivière qui était active. Et en fait, cette activité, nous, on s'est mis à la percevoir en observant comment le remède et le mal étaient d'un côté liés. C'est-à-dire qu'en regardant tous ces déchets qui se trouvaient dans l'eau, et il y en a beaucoup, et en commençant à voir comment c'était pas plus des objets qui étaient dans l'eau qui flottaient et c'est tout, mais comment en fait il y avait une action de l'eau, des processus chimiques, du soleil, du mouvement mécanique de l'eau, des éléments chimiques contenus à l'intérieur de l'eau aussi, et que ça transformait les objets. C'est pour ça que nous on se focalise beaucoup sur cette histoire de transformation, qui nous permet de parler aussi d'hybridité, parce qu'on se met à avoir des éléments par exemple plastiques ou métalliques qui presque fusionnent entre eux et ensuite donnent des formes presque organiques. Enfin, on trouve que ça brouille pas mal les frontières. Et à partir de là, on peut en tirer une vision qui est justement du fait que cette rivière qui a l'air si morte, si mal en point, en fait, elle est en permanence en action et en train de transformer et en train de remodeler un écosystème qui est en évolution. Et ça, ça change pas mal notre perception, en fait. Je disais au début qu'on part des ruines, et d'un coup, on voit comme on n'est pas dans quelque chose de figé, mais dans des processus, en fait. Donc voilà, pour répondre un peu aux deux trucs à la fois, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que notre posture d'artiste, elle a été de se mettre justement au service et peut-être de chercher d'être un peu des passeurs, de chercher à rendre visible ce que la rivière faisait déjà. Nous, on traduit un peu, quoi. On essaye médiocrement d'imiter ce que la rivière fait toute seule. Merci. Par rapport à la sensibilité aussi, c'est dur de voir un environnement abîmé et de voir, donc il y a des parties où on ressent encore le glouglou de l'eau, des poissons, des algues, des racines qui s'entremêlent avec des pneus, où il y a une véritable vivacité, où la rivière lutte encore, mais où il y a des zones qui sont juste bétonnées et qui sont des sortes d'égouts. Et en fait, des fois aussi, il y a quand même un rapport à la politique publique qui est super importante, où en fait, des fois, en fonction de là où on habite, on peut pas... il n'y a pas assez d'accroche pour la sensibilité. La politique publique ne donne pas assez de place pour une sensibilité à cette rivière, où en fait les habitants des fois ne connaissent même pas l'existence de cette rivière parce qu'elle a beaucoup changé. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, l'histoire de faire rentrer Je me demandais d'ailleurs en quoi ça consistait quand il y avait un conflit interespèces autour du lest. Je me demandais avec quel type d'espèces, des arthropodes comment ça se passait, du coup, qui était le narrateur dans ce conflit d'intérêts, et du coup, comment ça se finissait. On va laisser en suspens, on va demander à Carla peut-être un petit mot, et ensuite tu reviens, on sera à toi. Moi, pour vous rejoindre sur cette notion de transformation, ce qui est intéressant dans le cadre de mon projet, c'est de voir aussi comment la nature peut se réapproprier des éléments artificiels. Et puis, moi, en tant qu'artiste, à la fois, je vais laisser cette nature se réapproprier mes pièces, mais à la fois aussi, je peux l'influencer, puisque de par le moyen technique que je vais employer, la chaux, en fait, selon les zones aussi où je la disposerai, ça invitera plus ou moins les huîtres à s'y fixer ou pas. Donc, en ça, c'est intéressant. Et puis, c'est aussi une manière d'introduire le cycle de la nature
dans ma pratique artistique. Et oui, après, je sais pas, c'était quoi le reste de la question? Peut-être l'engagement avec la communauté, en fait, mais bon, là, vous l'avez déjà évoqué. Oui. Bah, pour moi, c'est vrai que c'est hyper important de collaborer avec des femmes. En plus, là, pour le coup, dans le cadre du prix Call, ça va me permettre aussi de vraiment pouvoir rémunérer ces femmes-là qui vont collaborer, parce que je les considère vraiment comme des collaboratrices dans le cadre de ce projet. Et vraiment de les mettre en avant, parce qu'aussi, il y a toute cette notion aussi du rapport au corps féminin dans l'espace qui l'entoure, que ce soit en France ou au Sénégal. Ce sont des sociétés avec chacune leur particularité et leur rapport au corps féminin. Et ça aussi, ça m'intéresse énormément au travers de ce travail. Merci beaucoup. Pascal? Moi aussi, je fais des préalables. Une chose très rapide, premier chose rapide, mais sur la question de la représentation et tout ça, des éléments de la nature. Il ne faut pas s'en faire une montagne de cette question-là. Enfin, déjà, bien être d'accord qu'on parle entre humains et que c'est normal, et que j'espère que les castors, quand ils parlent de nous, ils parlent en castor de nous. Hein. Donc que nous parlions entre humains avec des langages humains, c'est quelque chose d'assez normal et de typique. Et deuxièmement, en fait, il y a énormément, souvenez-vous qu'il y a énormément de moments où vous représentez les intérêts d'autres personnes. En fait, on passe notre temps à faire ça. Donc, en fait, il n'y a absolument rien de compliqué à entrer en sensibilité pour une rivière et à le faire et à se demander de ce dont elle a besoin et à essayer de s'en faire le véhicule. C'est quelque chose d'extrêmement humain, pour le coup, extrêmement simple. On fait ça avec nos enfants, par exemple, en permanence, en se demandant de quoi ils ont intérêt et comment. L'éducation, c'est ça, non? Il y a en tout cas beaucoup de ça dans l'éducation. Donc voilà, je trouve que souvent on s'en fait une espèce de barrière comme si c'était un truc impossible. C'est juste un truc dont on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas appris, qu'on nous a pas appris à faire à l'école. On nous apprend pas à faire ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'école de la sensibilité. Il y a même une école contre la sensibilité peut-être et des enfants. Mais du coup voilà, bon, je veux juste dire ça, ça me paraît important. Sur les médiations, c'est un long débat, mais je pensais, quand tu posais la question, sur le Lez, on n'a pas vraiment travaillé sur des questions de conflit en tant que tel, mais en ce moment, je bosse sur un marais en Bretagne, sur un affluent de l'Isaac, de la Vilaine, qui s'appelle l'Isaac, pardon, qui est tout en bas. Et tu as un conflit clair, en fait, entre les intérêts d'une plante qui s'appelle la Jussie, qui vient d'Amérique latine et qui est en train de s'installer ici, et puis tout un tas d'autres intérêts, notamment ceux du brochet, et notamment ceux des agriculteurs, et tout ça. Donc c'est plutôt à ce type de conflit auquel je pense. Et effectivement, ça pose des questions à la gestion humaine, en fait. Ça pose la question à celui qui s'est rendu maître et possesseur de la nature, à celui qui s'est rendu administrateur de la nature, qui est l'humain, et qui a fait notamment un barrage, par exemple, en l'occurrence là-bas, un vannage même, pour être plus précis, et qui en fait a droit de vie ou mort sur ce marais. C'est-à-dire qu'en fonction de comment il va gérer ce barrage, en fait, il va privilégier plutôt la Jussie, plutôt le brochet, plutôt les agriculteurs et tout ça. Donc en fait, on est vraiment dans un cas, si tu le regardes comme ça, je le simplifie un petit peu, même beaucoup, mais où en fait il y a un conflit entre différentes parties, et il y a un acteur qui lui détient une clé assez importante à l'intérieur de ce conflit. Donc quel type de médiation on fait, voilà. Là en l'occurrence on a proposé un procès. On a fait le procès j'utilise beaucoup des outils juridiques moi dans ma pratique, mais enfin des faussements juridiques. Si les juristes savaient ce que je fais du procès, ils seraient furieux, mais mais on utilise beaucoup des processus comme ça pour essayer d'arriver à une décision en fait. Et à résoudre le conflit, j'en sais rien, mais en tout cas à opérer une médiation, quoi. Et je ne sais pas si je réponds très bien, mais on pourra continuer. Et sinon, sur le rôle de l'art, moi, je crois que, je ne sais pas si ça transforme vraiment le rôle de l'art. Moi, au contraire, je trouve que vraiment c'est une continuation parfaite du rôle de l'art. Je crois que l'art a un rôle à jouer. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec des artistes, et je me suis rarement autant dit, là, on a vraiment besoin. Il y a vraiment un truc artistique qui est en train de se jouer aujourd'hui. Il y a vraiment un rôle de transformation de l'art. Je ne l'ai pas toujours pensé, je le pense. Je trouve qu'on utilise beaucoup trop cette expression sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, sur la question de la perception de la nature et sur la manière dont on en parle aujourd'hui, il y a vraiment une invention à faire. Il y a une invention formelle, en fait. Il y a une invention esthétique qui reste à faire. Il y a toute une esthétique de notre relation à la nature qui doit se transformer. Et je trouve que là-dessus, il y a vraiment un rôle transformateur des pratiques artistiques qui est hyper important, quoi. Et qui est pas un rôle de militant, tu vois, hein. C'est clair, hein. C'est vraiment, c'est pas de dire nous on est des militants de la rivière et tout ça, c'est de dire on essaye d'inventer des formes, j'ai pas vraiment d'autres mots, des manières de conjuguer les choses qui nous permettent de faire vivre d'autres relations à la nature, quoi. Transformé par ce qu'on perçoit, ce qu'on apprend à percevoir. Ouais. Là, on va arrêter parce qu'on fait des signes que c'est fini, mais on peut prendre peut-être une question ou deux de la salle. Allez-y.
Tout d'abord, merci beaucoup pour nous avoir présenté toutes vos propositions, qui étaient toutes, j'ai trouvé très belles et pertinentes. Donc ma question, c'est sur l'instrumentalisation de l'art. Je l'avoue comme artiste, et je me joins à vous, sauf que je ne suis pas sur scène, moi. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que ce qui est nécessaire devient suffisant. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire, par exemple, transformer la sensibilité, devient la seule modalité, par exemple. Alors que la gestion matérielle de l'eau, on sent bien aussi que si on ne la transforme pas de manière plus grande, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas non plus recourir nécessairement à l'utopie, mais on voit qu'il y a un désastre qui arrive. Et si on ne traite pas cette question-là aussi, en fait, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, on va participer à cette joyeuse administration du désastre. Et du coup, je voudrais savoir comment vous prenez, vous qui êtes sur scène maintenant, cette question. Merci. Le collectif des Gamma, dont on fait aussi partie, qui est... du coup, le collectif des Gamards, dont on fait partie avec le collectif Mitre, collectif dans le collectif dans le collectif, réfléchit donc à prendre soin de la rivière, mais est aussi en lien avec les politiques publiques, avec avec aussi les usines qui polluent la rivière, avec des associations environnementales qui dénoncent un certain nombre de choses, et en fait aussi qui œuvrent pour la sensibilité et pour remobiliser un imaginaire commun autour de la rivière, mais aussi essayer de bouger des leviers qui vont vraiment faire changer les choses. Et en fait, tout le monde n'est pas artiste dans ce collectif, et c'est pas les artistes et leur sensibilité qui vont changer le monde non plus, je pense. Mais en fait, c'est plutôt une idée de faire collectif plusieurs personnes et plusieurs visions différentes pour essayer de bouger des choses concrètement et au-delà du sensible, même si le sensible, c'est un moteur, mais je ne pense pas que c'est le seul, effectivement. Et... Si je continue dans ce que tu dis. Melville, tout à l'heure, a parlé de la forme de la marche qu'on utilise beaucoup et qui sont toujours des moments de discussion dans lesquels il y a des intervenants avec différentes casquettes et dans lesquels, en fait, nous, on appelle ça très souvent des marches artistiques. On a plusieurs qui revendiquent le titre d'artiste marcheur, parce que c'est vraiment une pratique qui est importante pour nous. Et dans ces... En fait, on n'a pas parlé de qui participent à ces marches. Alors, il y a plein de gens différents, mais notamment, il y a eu plusieurs marches qui ont été faites le long de la rivière dernièrement et qui étaient destinées principalement aux décideurs, en fait. Aux décideurs, ça pouvait être des personnes de la mairie, de la métropole et beaucoup d'un très gros projet de construction BTP à Marseille qui s'appelle Euromed et qui, en fait, tout un quartier avec des grands immeubles en béton qui a été construit sur l'embouchure de la rivière. Et là, ce qui s'est opéré, en tout cas, durant ces marches, donc qui n'étaient pas que des marches de sensibilisation, il y avait des moments, effectivement, où ne serait-ce que déjà ces gens-là les mettre dehors, les faire marcher le long de la rivière. Des fois, c'est déjà quelque chose, parce que souvent, il y a une connaissance plutôt, on va dire, cartographique, des données et tout. Donc là, déjà, on peut dire rien qu'en étant ensemble, en marchant, en fait, on était déjà dans quelque chose, une forme de sensible, qui était vraiment en corrélation en permanence avec aussi de la connaissance située à différents endroits. Des fois, c'était quelqu'un qui parlait d'une posture habitante, des fois quelqu'un qui parlait en tant qu'écologue, quelqu'un qui parlait en tant qu'égoutier. Et en tout cas, ce qu'on a vu, un exemple, c'est là que des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler, de dialoguer directement, alors même qu'ils avaient tous des postes de décision et des impacts concrets sur la rivière, là, se retrouvaient à avoir une expérience commune et à la partager et à du coup avoir une compréhension qui évoluait. Ça a été un pas, en tout cas, ça a fait que des personnes et des postes de gestion dans ce fameux site de Remède ont commencé à dialoguer avec le collectif et à prendre en compte un peu différemment cette rivière. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'était pour dire que effectivement, la dimension sensible, en tout cas, je pense pour nous, est un moyen et pas une fin en soi. C'est un passage, mais ce n'est pas suffisant.
Vous voulez ajouter quelque chose? On a un peu de temps ou on prend une autre question? Peut-être tu veux ajouter, vas-y. Non, mais rapidement, pour moi, votre question, si je l'ai bien compris, elle est bien le signe de ce qui ne va pas pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'il y a le sensible et ensuite la politique. C'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à considérer, je pense, si on veut changer quelque chose, c'est que le sensible est politique et doit être politique. Et donc c'est une forme de politique que de valoriser le fait de connaître le monde par les sens, et que ça a du sens pour agir sur le monde. Et donc c'est ça en tout cas moi, c'est ce pourquoi j'essaie de plaider. Et donc il n'y a pas... J'étais en contact avec la Nouvelle-Zélande et ceux qui travaillent sur le Wanganawi en ce moment, là, vendredi dernier, là, et le Rory, un des membres du comité qui représente la rivière, me disait vous vous trompez toujours en croyant qu'on représente la rivière et qu'on cherche des solutions. Ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est qu'on est la solution. C'est qu'on ne cherche pas la solution. Le comité est la solution. Et c'est ça qu'on essaye, en tout cas moi c'est ça que j'essaie de défendre. Le sensible ne va pas nous permettre de trouver des solutions, le sensible est la solution. Tel que je le porte en tout cas. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question? Oui. Une autre question? Pas d'autres questions? Alors on a beaucoup de temps du coup. Si, là je vois pas, c'est parce que j'ai la lumière dans les yeux. Oui, là-bas, tout au fond. Bonjour. Oui, j'avais une question sur cette discussion sur le sensible et le fait d'élargir le sensible. Et notamment, j'étais interpellée par l'expression, c'est une question pour Pascal Ferren, sur le coming out artistique. Et en fait, je voulais savoir pourquoi, finalement, qu'est-ce que ça a changé, transformé en vous? Qu'est-ce que vous autorisez en vous nommant artiste? Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation aux autres parties prenantes des projets que vous développez, de vous présenter ainsi? Je sais pas, bonne question, ça pourrait vous la poser aussi. Je sais pas, ouais, je vois ce que vous voulez dire. J'ai longtemps défendu ça, qu'il y avait un rôle légitime au désordre de l'artiste qui était assez pratique, surtout en France. Je sais pas si c'est très vrai ailleurs. L'artiste, c'est celui qui a le droit de faire des choses bizarres, pour dire, si on le regarde très sociologiquement et très... C'est vrai que c'est intéressant, mais moi je l'utilise pas trop comme ça. En tout cas, mon coming out, il vient pas trop de ça. Il vient plutôt de ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis dit, jusqu'à présent, j'avais l'impression de créer des méthodes, de renouveler des méthodes, de faire des pratiques. Et là j'ai l'impression que je fais un peu plus aujourd'hui, quoi. C'est que là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment faire le pas d'après, qui est d'aller vraiment créer des formes, créer des mondes potentiels et tout ça. Et que ça, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un travail d'invention et de création qui était plutôt du rôle en tout cas de ce que j'imagine comme étant le rôle de l'art, quoi. Donc c'était plutôt qu'une réflexion de fond. Ça fait très orgueilleux dit comme ça. Ça fait très étrange, mais c'était pas trop une vision instrumentale pour le coup. Juste comme ça me fait penser qu'on retrouve quand même l'inspiration des arts politiques de Bruno Latour. Donc en ce sens, on retrouve bien cette inspiration en tout cas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que vous considérez qu'on a tenu le temps? C'est parfait alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une petite pause et la prochaine table ronde reprend à 16h15. Merci. Oh, Michel Serres, t'en parles souvent. Oui. Notamment, il a trop peu. Pour moi, il
Ouais, bien sûr. Tiens. On a mis ça et par contre c'est la personne et là elle était là. Ah ouais. Il n'y a pas eu le temps. Je crois que ça dure 10 minutes. Nous, en fait, ça dure plus 40 minutes. Ah ouais, donc en fait, tu peux rattraper. On est en déambulation. Ouais, mais que dans le premier étage. Ok. Et on finit, on commence à la salle du cérémonie. Ah oui, bah oui, voilà, et donc c'est vrai que voilà, on a je savais pas trop les deux. C'était t'avais peur et tout. C'est hyper impressionnant.